Bonjour à tout le monde, bonjour à Didier Lesky. On vous accueille pour notre troisième petite rencontre échange. Et je vais reprendre 2 minutes. Marianne a des problèmes de connexion, donc c'est moi qui vais jouer le rôle de distributrice de parole, comme la dernière fois. Et je prends aussi à nouveau 2 minutes pour redire le pourquoi de ces petites rencontres échanges. Edgar Morin étant le parrain de l'association depuis 15 ans, je dirais que nous nous sommes retrouvés autour de ce qu'il appelle les oasis de fraternité et de ce que nous vivons tant bien que mal au quotidien avec notre Chimère Café au centre-ville de Grenoble. Accueillir l'autre, s'entraider, partager des moments conviviaux, inviter des auteurs qui nous encouragent et nous aident à penser et comprendre le monde, porter des projets ensemble. Tout ça, ce n'est pas toujours évident puisqu'on est issu de mondes vraiment différents. Fin 2019, faisant le point avec Edgar Morin sur notre action écoulée, il nous a encouragés à reprendre la démarche de son film documentaire qu'il avait réalisé avec Jean Rouch, Chronique d'un été, en 1961. C'est ce sur quoi nous travaillons maintenant depuis 1 an, rejoints par les cinéastes Vincent Sorel et Naïm Etzidoum. On se lance dans la réalisation d'un documentaire. Il n'est pas question de faire la même chose, mais on reprendrait les questionnements de ce documentaire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que les rencontres échanges que nous avons souhaité initier, elles sont liées à ce projet qui a aiguisé notre appétit de comprendre, d'où le plaisir d'accueillir des invités. Quelques petites informations avant de démarrer. Donc, les échanges sont enregistrés et sont mis en ligne sur notre site Facebook, ainsi que sur le site de la librairie Artaud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisabeth Sénégas et c'est donc moi qui vais distribuer la parole. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas une conférence et que ce n'est pas non plus un débat et que l'invité, c'est une conversation, chacun avec son café à distance. Voilà. Afin de laisser du temps et de la place aux questions que vous aurez envie de poser via le chat, le collectif n'en pose que 2. Donc, je donne la parole à Mathilde. Merci Elisabeth. Alors, la première question, c'est par la question de l'hospitalité et de la qualité d'accueil de l'autre que nous choisissons de commencer. Depuis 15 ans, c'est la raison d'être de notre association, au point d'avoir ouvert un café dans le centre-ville. Convaincus que si nous voulons un monde plus ouvert et plus responsable, il nous faut associer toutes les couches de la société. Et cela commence par l'accueil de l'autre. C'est un peu une chimère, mais justement, notre café s'appelle le Chimère Café. Notre préoccupation, notre obsession, c'est la question de la relation à l'autre, son accueil et le brassage de toutes les catégories de personnes qui constituent notre réseau. Notre association n'est donc pas une association intervenant directement avec les personnes migrantes, mais des personnes issues de l'immigration sont les bienvenues et sont présentes comme toutes les catégories de la population. Nous proposons aujourd'hui un échange entre citoyens soucieux de faire progresser nos réflexions à tous. En ce sens, nous pensons que cet objectif rejoint votre démarche. Comme vous l'écrivez dès l'introduction de votre livre, si je me décide à mettre carte sur table, c'est d'abord en tant que citoyen et parce qu'il en va de la nature même de notre pacte républicain. La question de l'immigration est pour nous avant tout une question humaine et une question d'hospitalité. Aussi avons-nous choisi de commencer par cette question centrale. Que représente l'autre pour vous, Monsieur Lesky? Par ailleurs, par page 48, vous écrivez « Venons-en maintenant au plus ardu, au plus difficile à comprendre, au plus difficile à réaliser, la reconduite aux frontières. Cela pose la question de fond. Qu'est-ce que l'hospitalité? Je n'hésite pas à répondre crûment. Une hospitalité pour tous est une hospitalité pour personne. Pouvez-vous nous expliquer cette affirmation? Merci. Écoutez, vous rentrez tout de suite dans le dur, si je veux dire. Voilà, que représente l'autre? Je pense qu'on appartient tous à une même communauté humaine, si vous voulez. Et bien évidemment, ce que représente l'autre, c'est quelqu'un qui est comme moi, d'une certaine manière. Voilà. Mais une fois dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que la difficulté aujourd'hui de l'hospitalité, de l'immigration et de l'accueil,
c'est qu'on est confronté à travers les personnes qui viennent à la fois au désordre du monde pris globalement et à un désordre du monde qui peut aussi toucher les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire les toucher leur conscience, quoi. Et c'est ça qui est un peu difficile. Alors, les désordres du monde, on le sait bien, hein, on a plusieurs types d'immigration en France. On a une immigration, je dirais, liée à notre histoire et au fait qu'il y a des communautés qui sont maintenant implantées de longue date ici. Par exemple, 90% des Algériens qui émigrent en Europe émigrent d'abord vers la France pour des raisons liées à l'histoire. Je parle des Algériens parce qu'actuellement, il y a une remontée de l'immigration clandestine algérienne à travers l'Espagne et qui est liée justement, je dirais, au désordre direct d'un pays comme l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a une immigration qui est, pour beaucoup, le produit de l'échec des indépendances. Et pour nous, l'Algérie, c'est frappant, c'est-à-dire un pays qui a des richesses, mais dont les dirigeants n'ont eu de cesse, je dirais, que de ne pas utiliser à bon escient cette richesse et en particulier d'amener à une sorte de désespérance d'une part de leur classe moyenne, de leurs gens instruits ou des perdants du système. Hein. On le sait par exemple pour tous les pays du Maghreb, quand on voit le nombre de médecins originaires de ces pays qui viennent dans nos hôpitaux et dont l'apport est essentiel. On le voit là actuellement avec la crise sanitaire, mais en même temps des personnes dont les compétences manquent dans les pays de départ, hein, et qui accentuent les difficultés dans les pays de départ. Alors, l'accueil de l'autre, c'est de faire en sorte, en ce qui concerne ceux qui ont un droit au séjour ici, eh bien, de les accueillir au mieux. Mais là encore, c'est une question collective, puisque la charge sociale de l'immigration n'est pas également répartie sur le territoire. Elle est inégalement répartie. D'abord, l'immigration est pour beaucoup en Île-de-France. Hein, et quand elle est répartie, elle est souvent, pour des raisons liées tant aux mécaniques économiques que par des choix politiques, concentrée dans des zones où se constituent des ghettos, où se sont constitués des ghettos, parce que une des difficultés de l'accueil ou de l'hospitalité disons, ces 30 dernières années, c'est le fait que on est nous-mêmes victimes à la fois d'une crise industrielle et d'une crise du logement, et qu'une partie de ceux qui arrivent, même si ce n'est pas la majorité, mais une partie de ceux qui arrivent ont du mal à s'insérer parce que justement, il y a une crise du logement et une crise de l'emploi. Et pour ceux qui sont les moins qualifiés, une crise de l'emploi des postes peu ou pas qualifiés. Euh, les, les, L'industrie automobile, par exemple, est passée de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'il était un des vecteurs de l'intégration et du reste, on faisait même appel à ces travailleurs pour travailler en France. Entre parenthèses, dans l'accueil de l'autre, je le dis dans mon livre, il y a une évolution du vocabulaire, puisque nous-mêmes, je dirais nous collectivement, on parle de moins en moins de travailleurs, mais de plus en plus de migrants en général. Or, je pense que le mot travailleur montrait l'utilité sociale des personnes et que le mot migrant, lui, ne le montre pas ou montre simplement une logique de fuite. Alors l'hospitalité pour tous est une hospitalité pour personne. Bon, c'est c'est un peu une provocation dans la formulation pour obliger tout le monde à réfléchir. Bien évidemment, je ne plaide pas pour un refus d'hospitalité. Je pense que le refus de toute hospitalité serait une forfaiture. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la caractéristique de nos pays et de l'Europe en général, c'est d'avoir construit des systèmes sociaux
et quand je dis construit, c'est aussi des systèmes sociaux qui sont le produit de luttes très longues du mouvement social, du mouvement ouvrier, et que un des effets du désordre du monde, c'est le fait que on pourrait avoir un basculement au sens où le système global ne pourrait pas supporter l'ensemble des difficultés qui amènent les personnes à immigrer en France. Alors, dit de manière plus simple, les pays où il y a une sécurité sociale comme la nôtre, c'est des pays où, au fond, il y a une idée, je dirais, d'un cercle de cotisants qui se prend en charge et qui a construit une mutualité sociale, etc. Les pays où il n'y a pas cela, où il n'y a pas ce cercle, où par exemple l'idée de frontière est en permanence repoussée, si vous voulez, sont des pays où il n'y a pas de système social comme le nôtre. Et c'est la différence entre les pays d'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, la question de la frontière est quelque chose, je dirais, qui a été labile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières aux États-Unis, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et du coup, l'idée d'une collectivité qui se prend en charge et qui cotise pour construire un système social, eh bien, n'existe pas ou n'existe pas comme chez nous. Alors, la difficulté pour nous, elle est là, c'est-à-dire que on ne peut pas refuser les autres, mais que à un moment donné, soit on arrive à réfléchir sur l'évolution globale de notre système et en articulant le désordre du monde, soit on ne réfléchit pas et c'est le chaos qui peut nous emporter. Parce que la pression migratoire, elle est aussi le reflet de ce chaos qui est parfaitement organisé par des pays dominants comme les États-Unis ou par des élites qui elles-mêmes sont de toute façon protégées par leur richesse individuelle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais ça permet peut-être d'introduire le débat. Oui, bien sûr. Et ça me permet aussi de transmettre, d'être la porte-parole pour la seconde question du collectif. Dans votre présentation, vous faites la présentation que vous faites, elle est très claire et argumentée sur les chiffres du ministère. Et néanmoins, lorsque vous abordez l'intégration, il me semble que la politique en place ne tient pas. Comment fondre l'intégration dans les politiques de l'emploi et de l'hébergement, qui du reste ne fonctionnent pas depuis des années, et tout le monde le sait. Pourquoi ne pas penser l'arrivée de migrants comme une richesse humaine, culturelle, sociale et sociétale? N'aurions-nous pas intérêt pour tous à revoir notre paradigme d'accueil et à s'appuyer sur ce que nous trouvons déjà dans l'Odyssée, lorsque l'étranger arrivant au palais de Nestor s'entendait dire « Resterez-vous, régalez-vous aux étrangers. Plus tard, quand vous aurez fini, nous demanderons votre nom. » Que pensez-vous d'une politique qui serait d'abord basée sur la richesse des rencontres, la diversité, sur le partage des cultures et des savoir-faire? Non, mais d'abord, sur l'exemple de la Grèce, il faut toujours faire attention parce qu'en Grèce, la notion d'étranger, elle est assez ferme. C'est-à-dire, oui, on peut héberger quelque temps, mais à un moment donné, on dit à l'étranger de partir de manière très ferme, sauf s'il épouse quelqu'un de la maison. Bon, je dis ça parce que très souvent, on pense que l'hospitalité grecque serait le modèle absolu de notre forme d'hospitalité. Après, sur l'accueil lui-même et sur le fait que nos politiques ne sont pas adaptées. Oui, oui, je suis d'accord, elles ne le sont pas, mais elles ne le sont pas parce que les politiques globales, je dirais, ne sont pas adaptées non plus par rapport à des besoins de l'ensemble de la population. Le premier sujet, je dirais, c'est le logement. S'il y a une difficulté d'accueil, elle se manifeste sur les deux vecteurs que vous avez dit, le logement et le travail. On est un pays où il y a une crise du logement, il y a un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes au chômage. Voilà. Donc, il faudrait, pour arriver à répondre à cette hospitalité, avoir des politiques qui articulent la formation professionnelle, la détermination de ce que sont les besoins sociaux et la mise en emploi des personnes par rapport
à ses besoins sociaux. Donc par rapport à la construction de logements, comme par rapport à la production d'autres biens. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons une part de ceux qui arrivent, qui viennent de pays qui sont déstructurés depuis très longtemps, qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle, au sens où ils ne l'écrivent pas, par exemple, c'est le cas des Afghans, et où l'effort pour arriver à les rendre utiles au sens d'employables devrait sans doute être beaucoup plus important, mais il n'est pas facile à prendre en charge. Voilà. Il est difficile. Alors, oui, on dit toujours les étrangers sont d'une richesse, c'est indéniablement vrai. Nous avons une longue tradition en France d'hospitalité et de diversité. Vous êtes dans la région de Grenoble. La région de Grenoble, c'est les Italiens qui sont venus pendant très longtemps, etc. Mais ce qui est différent, même si les Italiens ont été victimes de racisme, les travaux de Gérard Noiriel l'ont souligné à un moment donné, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que par rapport aux émigrations espagnoles, portugaises, italiennes, les références communes sont extrêmement ténues. C'est ce que j'appelle l'écart entre les pays d'émigration et d'immigration, c'est-à-dire que les Portugais, les Espagnols en particulier, ou les Italiens, il y avait comme référence commune l'Église pour certains, le mouvement ouvrier, l'idée socialiste, et quelque chose qui permettait soit des convergences, soit des conflictualités qui étaient des conflictualités qu'on pouvait nous-mêmes connaître, hein, par rapport au salaire ou par rapport à autre chose. Là, on peut avoir des immigrations où les références et les connaissances, la connaissance réciproque est très faible. Hein, est très faible, avec des écarts, par exemple, l'écart religieux est aujourd'hui une des difficultés dans la prise en charge des personnes. Et la diversité religieuse n'est pas en elle-même quelque chose de positif si elle n'arrive pas si elle n'arrive pas à concevoir qu'on peut croire différemment, penser différemment, ou que notre système juridique civil est supérieur à la loi religieuse. C'est un des problèmes que nous avons. Eh bien, merci. Je vais donner la parole à Marie-Françoise et Sarah. Oui, bonjour à tous. En fait, on a une question de Judith qui nous dit: la situation démographique des pays européens ne va-t-elle pas nous contraindre à avoir recours à la main-d'œuvre venue d'ailleurs pour réaliser des tâches que nous ne pouvons ou ne voulons plus assumer? Non, mais c'est une vision utilitaire de l'immigration et des gens. Moi, bien sûr, on peut dire ça, mais d'abord, il peut y avoir un degré d'acceptabilité. Ensuite, il faudrait définir quelles sont les tâches. Est-ce que toutes les tâches sont à ce point-là utiles qu'il faut absolument les faire dans une vision un peu productiviste des choses? Oui, on peut dire ça. Et puis après, il y a là aussi des effets culturels qu'il ne faut pas nier. C'est-à-dire que on sait, par exemple, que parmi les métiers en tension que nous avons, il y a l'aide à la personne. Voilà. Et c'est un problème important, je veux dire, en particulier, parce que effectivement, nous sommes dans des pays où la population est vieillissante. C'est le cas en partie en France, même si on a un taux de natalité qui est un peu supérieur aux autres pays. Mais l'écart culturel pèse sur la capacité à prendre les personnes telles qu'elles arrivent. Aujourd'hui, par exemple, dans la demande d'asile, on a 60 à 70% d'hommes, voilà, qui viennent pour beaucoup d'Afghanistan, du Soudan, etc. Il n'est pas certain qu'il y ait une très forte acceptabilité du fait que, par exemple, on leur confie les personnes âgées.
euh, à tort ou à raison, hein, parce que la connaissance mutuelle culturelle n'est pas suffisamment forte pour que le rapport de confiance s'établisse. Bon, après, oui, il y a des tâches qu'on fait, mais je terminerai par une dernière chose, c'est que une des difficultés aujourd'hui, c'est que dans la discussion que nous avons, on pense tous, enfin, je le crois, hein, aux immigrés du Sud. Voilà, c'est ça le cœur de notre discussion. Bon, mais en réalité, depuis la chute du mur, hein, on a en Europe une autre immigration, qui est l'immigration qui vient des pays de l'Est. Et cette immigration des pays de l'Est, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est mieux formée, parce que les pays de l'Est, c'était des pays où on formait les gens. Et même si le libéralisme a en partie déstructuré ces pays, hein, il en reste quelque chose. Et donc, ils sont plus qualifiés et il y a plus de liens, je dirais, et donc de rapports de confiance historiques qui se font et qui les rendent beaucoup plus employables que d'autres. Et il y a une concurrence aujourd'hui entre les différentes formes d'immigration qui est liée à ça. Et c'est particulièrement vrai pour la France parce que euh, chaque pays a des immigrations particulières. Par exemple, en Europe, les premières immigrations de la demande d'asile, ce sont les Syriens, les Vénézuéliens, les Colombiens. En France, on n'a pas quasiment pas de Vénézuéliens et de Colombiens. Ils vont en Espagne. Voilà. Les Syriens vont en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord. Nous, notre principale immigration, ça reste les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afghanistan, hein, et l'Albanie, bon, des pays comme ça. Bon. La connaissance réciproque, elle est moins forte pour un certain nombre de pays et l'écart culturel est plus fort et donc ça pèse et le niveau d'éducation aussi n'est pas le même. Hein. La caractéristique des Syriens, c'est ils viennent d'un pays qui, avant qu'il soit complètement déstructuré par Bachar el-Assad, était un pays avec un haut niveau d'éducation, de formation, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'Afghanistan. Merci. Je vais vous poser du coup une autre question qui avait été préparée par le collectif, puisque nous avons été surpris par certaines affirmations dans votre livre. Vous dites par exemple, dans notre pays, les séjours irréguliers n'est plus un délit depuis 2012 et l'aide au séjour irrégulier qui est fait de manière altruiste par les militants, ce qui était appelé le délit de solidarité, n'est plus punissable. En fait, on se dit qu'on oublie, quand on regarde ça, ce qui est arrivé à Cédric Herrou, par exemple, qui vient définitivement d'être relaxé le 31 mars 2021 par la Cour de cassation, mais qui a quand même subi 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 5 procès en 5 ans de lutte. Donc, on se demande comment est appliqué ce cadre de loi et de réglementation que vous présentez dans votre... Le séjour irrégulier n'est plus un délit depuis 2012, hein, depuis le gouvernement de la gauche. Avant, c'était un délit. Donc, pas un délit, ça veut dire qu'un policier ne peut pas vous arrêter comme ça parce qu'il soupçonnerait que vous seriez sans titre de séjour. Il faut un cadre juridique qui est assez contraint, qui suppose l'intervention du procureur de la République sur un périmètre donné, etc., et qui ne peut pas être celui de rechercher des personnes en situation irrégulière. La deuxième chose, oui, Cédric Herrou, il y a la confirmation de cela, mais la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, et donc, indépendamment des gardes à vue, le résultat, c'est que ce n'est pas effectivement punissable. Voilà. Mais en plus, le délit qui lui était reproché, c'était le passage de frontières avec des personnes. Voilà. Et c'est ça que la Cour de cassation dit ne pas devoir être incriminé. Je rappelle qu'il est pris avec une camionnette et il passe la frontière avec 8 personnes qui sont des personnes qui n'ont pas un titre de séjour pour venir en France. Voilà. Donc oui, euh, la démonstration juridique, elle était antérieure déjà, elle n'a été que confirmée. Autre question,
en fait, pourquoi avez-vous nommé le titre de votre tract Le Grand Dérangement? Alors, le grand dérangement, c'est au sens dès qu'on parle d'immigration, il y a une forme d'esprit dérangé, si vous voulez. Voilà, c'est au sens d'esprit dérangé. Voilà, c'est ce grand dérangement. Les débats ne sont jamais ni sereins, ni de part et d'autre, ni souvent s'appuyant sur des données argumentées. Voilà, c'est pour ça que j'appelais ça ce grand dérangement. Alors après, ça peut être un clin d'œil en opposition au grand remplacement. Parce que, voilà, je ne crois pas qu'il existe, mais voilà, c'était ça l'idée, au sens d'esprit dérangé. Voilà. Ah, Marie? J'ai un souci de micro. Oui, je vois, oui. Il revient. Désolée, toutes mes excuses. On a aussi la question, les États et les individus des pays occidentaux font des choix économiques et mettent en place des stratégies de développement qu'ils imposent au monde. Ne pensez-vous pas que nous nous défaussons de nos responsabilités? Non, mais nous nous défaussons de nos responsabilités. Indéniablement, nos pays ont eu des politiques extrêmement dommageables. Et du reste, je le dis, il est connu, par exemple, que je fais partie de ceux qui étaient opposés à la guerre du Golfe. Hein, et, mais une fois dit ça, je pense qu'il faut faire attention sur le fait qu'on oublie trop souvent la nécessaire critique des élites des pays d'origine, hein, qui sont aussi responsables du malheur de leur peuple. Je veux dire, le malheur de leur peuple ne se résume pas aux politiques impériales qui certes existent, mais qui n'expliquent pas tout. Je veux dire que ce qui se passe en Algérie, c'est pas la poursuite de la colonisation française. On peut prendre le problème dans tous les sens, mais c'est pas vrai. Voilà. L'absence de partage de la richesse au Maroc, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est pas lié à ça. Et ces pays, comme nous le sommes nous, sont aussi responsables d'une certaine manière de ceux qui les dirigent. Hein, l'immigration chinoise, si vous voulez, c'est un choix du système chinois. L'immigration vietnamienne, c'est pas le capitalisme qui s'est de lui-même imposé comme ça. C'est des choix faits par les élites locales. Okay. On a une question d'Elisabeth. Lorsque vous évoquez la différence... Une autre Elisabeth, tu dis Elisabeth. Une autre Elisabeth, oui. Une autre Elisabeth. Participe. Lorsque vous évoquez la différence culturelle à mettre en rapport avec les difficultés liées à la migration, ouais. Vous évoquez la crise du logement et du travail. Mais la plus profonde crise n'est-elle pas identitaire? De nous, les Français, excusez-moi, j'ai un problème de chat. Voilà, un problème identitaire de tous les Français, je suppose. De nous, les Français. C'est-à-dire un problème identitaire. D'abord, la crise identitaire, c'est pas le travail ou le logement. Le travail a un rapport avec la crise identitaire, enfin, a un rapport avec la difficulté d'intégration, je le dirais plutôt comme ça, parce que je pense que dans le rapport de travail, et quand il y avait des travailleurs immigrés, leur capacité à participer au mouvement syndical, aux luttes sociales, était un facteur d'intégration. Voilà. Et que le mouvement ouvrier, pour dire vite, s'étant effondré, ou le communisme municipal s'étant effondré aussi, hein, il y a quelque chose, des instruments qui n'existent plus ou qui existent moins comme facteur d'intégration. Après, oui, dans les écarts culturels entre les pays d'émigration et d'immigration, je pense que ça pèse parce que on peut avoir on a des pays d'émigration où la critique ou le refus de ce que on considère comme des acquis sociaux
eh bien, s'ancre dans l'esprit des populations. Et quand les personnes arrivent, elles portent avec elles, hein, à la semelle de leurs souliers aussi, l'idéologie du pays de départ. Et cette idéologie des pays de départ, eh bien, sa caractéristique, c'est de plus en plus éloignée de la nôtre. Voilà. Et en particulier dans le rapport à l'altérité, aux autres. Parce que c'est des pays où la différence elle-même a été très souvent éradiquée, où on l'a obligé à partir. C'est le cas de l'Algérie, bien sûr, mais c'est le cas aussi d'autres zones du monde. Voilà. Et se rajoute pour certains pays le facteur religieux. C'est pour ça qu'il faut parler de différentes émigrations. On n'a pas les mêmes problèmes d'intégration en fonction des origines des immigrés. Hein. Les immigrés du sud-est asiatique ne posent pas les mêmes problèmes que les immigrés qui viennent des pays arabo-musulmans. On le sait tous. Voilà. Et c'est une donnée. Donc, on ne peut pas parler de l'immigration en général. Il y a des immigrations et elles posent des problèmes différents en fonction des origines. Aujourd'hui, on a une difficulté qui s'accentue avec l'immigration turque, mais qui est directement corrélée à l'évolution et pour nous à une involution de la Turquie et de la mise en brèche du kémalisme, qui n'avait pas que des avantages, mais qui avait une autre conception du rôle des femmes, par exemple, dans la vie civile, même si il n'avait pas une claire, il n'avait pas une tolérance pour les différences internes à la Turquie qui existent, la reconnaissance des Kurdes ou du génocide arménien. Alors Judith fait aussi une réflexion ou une question. Comment pouvoir imaginer un modèle dans lequel l'immigration redevienne un apport et non une contrainte? Non, mais... À compléter par rapport à la première des questions qui vous avait été posée sur les questions de... Non, mais l'immigration, ça reste un apport. Voilà. Et notre pays n'a jamais connu autant d'immigrés. Je veux dire, c'est ce que je rappelle. Voilà, il y a un siècle, c'était 3% d'immigrés dans la population, c'est-à-dire de personnes nées étrangères à l'étranger. Aujourd'hui, on est à 10 ou 11%. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés aujourd'hui en France. Et l'Europe, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas une forteresse. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en Europe qu'aujourd'hui. C'est une des principales zones d'immigration avec l'Amérique du Nord. Voilà. Notre problème, c'est la marge à prendre en charge. Voilà, on a une marge à prendre en charge qui est problématique et qui est une marge qui a tendance à s'amplifier parce que les flux migratoires eux-mêmes augmentent. Et donc, mais sinon, on a des apports indéniables de l'immigration. D'abord, il faut rappeler que jusqu'au milieu des années 80, un immigré sur deux en Europe vient du sud de l'Europe, hein, et que le renversement se fait au milieu des années 80, mais les immigrations sont différentes, les parcours d'intégration sont différents. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est la prise en charge d'une partie des immigrations du Sud, voilà, du Sud du monde. Mais toutes les immigrations ne posent pas les mêmes problèmes. Alors, il y a une proposition de poursuivre un peu par rapport à la question sur l'identité. Oui. Et Elisabeth nous dit « Je suis surprise que nous parlions toujours de l'autre quand j'évoque la crise d'identitaire. Ne pensez-vous pas que c'est nous qui avons un problème identitaire qui fait que notre mouvement naturel est de nous replier sur nous-mêmes ?» Il me semble que cette question, elle est importante aujourd'hui parce qu'on attend que les immigrés s'intègrent dans nos schémas à nous, et vous l'évoquez très bien tout à l'heure, mais aussi dans votre livre, par le biais de, j'ai envie de dire, nos méthodes classiques, hein, travail, logement. Quelle est notre part à nous, Français, et comment vous pourriez, en parler? D'abord, je voudrais dire que la France est un pays globalement très hospitalier. Hein, et même quand on compare avec d'autres pays,
hein. Et sur la longue durée, on a quand même oublié un peu facilement le fait que dans les années 70, c'était pas facile d'être maghrébin en France, hein. Et dans le sud du pays, je pense par exemple à des zones comme Marseille, etc., on parlait très facilement de ratonnade et de centres de travailleurs immigrés qui étaient brûlés et pour lesquels il y avait des dizaines de morts, hein. Ça faisait, je pense il faut avoir ça en tête. Donc, la deuxième chose, et je dis ça parce que comme responsable de l'OFI, je constate par exemple que ces 5 dernières années, on n'a pas eu un seul centre d'accueil de demandeurs d'asile attaqué, hein. En Allemagne, on a eu des centres qui ont été brûlés, mais ils ont accueilli beaucoup plus que nous. En Italie, la situation est beaucoup plus difficile, etc. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas en France. Alors après, oui, on a, nous, une crise d'identité, c'est indéniable, et on a une crise d'identité qui est liée en particulier à l'affaissement des espérances laïques, c'est-à-dire au fait que notre société n'est plus en mouvement vers l'idée d'un progrès collectif qui s'accompagnerait de progrès sociaux et sociétaux. Et c'est lié en grande partie à la crise de la gauche, parce que qu'est-ce qui faisait la capacité d'intégration, ou qu'est-ce qui faisait le mouvement d'intégration avant? Il n'était pas facile, il y avait des conflits, etc. Mais c'était le fait qu'on avait dans la société française des forces positives qui étaient capables de dire, bien qu'on soit français ou immigré, on participe d'un même combat contre le même patron, et, et qui, par les combats qu'ils pouvaient mener, pouvaient acculturer les personnes qui arrivaient à l'idée que eh bien, tout ne se vaut pas, que les, 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 les droits des personnes doivent être égales en fonction de leur sexe ou de l'orientation enfin, ou de leur orientation sexuelle ou autre, etc. Voilà. Et que ça, pour une partie de l'immigration aujourd'hui, c'est difficile à appréhender parce qu'ils viennent de pays où on a connu une involution. L'Algérie étant ou le Maroc étant, ou la Tunisie étant pour nous des exemples types où on a eu et où on a des retours du religieux qui s'accompagnent d'une remise en cause de, de, de choses qui semblaient acquises et qui ne le sont pas. Mais ça peut être vrai demain pour des pays d'Europe de l'Est où on a une remise en cause de certains acquis. Je pense par exemple à la Pologne, à l'avortement, etc. Et ça peut finir par peser ici aussi. Mais oui, on a une crise d'identité parce que ce pays va mal. Voilà. Et un des signes qui va mal, c'est le score du Front National, on le sait tous. Voilà. Mais il va mal parce qu'en face, ceux qui étaient porteurs d'autres choses eh bien, se sont débrouillés de telle manière qu'ils se sont complètement effondrés. Une question un peu. Une autre question. Il y a, page 43 de votre livre, vous dites « Il n'y a qu'en France où, depuis la loi Citoyenneté-Égalité votée en 2017, toute tente, tout abri, en carton posé sur cette place, ce trottoir, peuvent être considérés par la loi comme un habitat comme un autre, une résidence pour lequel l'occupant précaire peut se voir accorder par un juge un délai avant d'être expulsé. » En fait, ce n'est pas tout à fait l'impression que nous avons en voyant les images de ces dernières semaines, hein, par exemple de certains démantèlements de camps qui sont brièvement installés, notamment sur la place de la République le 23 novembre à Paris. Et ce genre d'intervention brutale devient quand même assez récurrente. Le démantèlement est-il finalement une politique à part entière ? Bon, le démantèlement n'est pas une politique à part entière, mais c'est vrai que la caractéristique de notre pays par rapport à d'autres pays, c'est l'existence de ces campements, ça c'est vrai, et parce que le cadre juridique y est beaucoup plus souple sur ça. Mais enfin, le vrai sujet de ces campements, c'est la capacité à prendre en charge les personnes
dans l'hébergement d'urgence. Mais je rappelle qu'on est un des rares pays où on prend en charge dans l'hébergement d'urgence des personnes qui sont sans titre de séjour. Hein, la plupart des pays ne le font pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, en région Île-de-France, on a 150 000 personnes qui sont actuellement à l'hôtel. Que les sommes allouées pour l'hébergement d'urgence, c'était 500 millions d'euros au début à 2000. Oui, et c'est aujourd'hui près de 3 milliards d'euros. Hein. Donc il y a une politique qui, de ce point de vue-là, est très largement bénévolente. Après, est-ce qu'elle est tout le temps suffisante? Non, parce que les arrivées vont plus vite que les capacités à trouver des hébergements. Mais je rajoute que nous-mêmes, nous piégeons. C'est-à-dire que, par exemple, nous ne mettons pas, par exemple, dans une même pièce, une famille de 4 personnes. Voilà, nous avons des normes qui sont inscrites dans le code de l'action sociale ou d'autres. Bon, ben, les Belges, par exemple, c'est ce qu'ils font. Les Italiens, c'est ce qu'ils font. Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en Allemagne, hein, ça peut être des hangars avec des lits picots. Hein. Nous ne faisons pas ça. Alors, du coup, d'une certaine manière, à vouloir trop bien faire, on finit par faire mal. Voilà. C'est un peu la difficulté que nous avons. Alors, c'est vrai qu'on peut, d'une certaine manière, entre guillemets, se permettre de faire mal, puisque les flux de personnes qui rentrent sont beaucoup moins importants que ceux qui sont arrivés en Allemagne ou en Suède, où là, il y avait la nécessité d'avoir des politiques d'urgence. Hein. Et du reste, je pense que si nous avions des arrivées beaucoup plus importantes, eh bien, nous aurions l'obligation d'être beaucoup plus directifs dans la répartition de la prise en charge au niveau du territoire, comme nous serions obligés d'être beaucoup plus directifs avec ceux mêmes qui obtiennent, par exemple, une protection. Hein, je rappelle que les Allemands, par exemple, pour arriver à prendre en charge ce qu'ils ont fait, eh bien, ils obligent quelqu'un qui obtient un statut de réfugié, dès lors qu'il n'a pas de travail, à habiter dans un lieu précis sans pouvoir en partir pendant 3 ans. Hein, nous n'avons pas ces politiques-là, et parce que nous ne les avons pas, nous n'arrivons pas à enrayer une logique qu'on peut comprendre qui est celle du repli communautaire, parce que la communauté, ça peut apporter des moyens de solidarité, mais du coup, ça peut aussi constituer des ghettos. En fait, néanmoins, on est quand même dans une prise en charge de la question des migrants sur une prise en charge sociale, de solidarité. Alors certes, on ne propose pas des grandes salles pour accueillir les gens, mais la question du surpeuplement dans les logements existe néanmoins en France, et qu'on a et on reste sur des accueils beaucoup portés par des associations et sur de la solidarité. Est-ce que cette politique de solidarité est suffisante pour dire qu'on a une politique d'accueil des migrants? D'abord, il y a deux choses. Il y a deux choses. Je rappelle que la majorité de l'immigration en France est une immigration légale liée au regroupement familial. Que dans ce regroupement familial, ce qui est la première part du regroupement familial, c'est le rapprochement des conjoints français. Que contrairement à un certain nombre de pays, je pense à l'Allemagne ou d'autres, nous ne mettons pas des conditions pour le rapprochement des conjoints français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de surface de logement et il n'y a pas de conditions de revenus. C'est deux droits. Bon. Et ça participe de la suroccupation de logements et des problèmes de cohabitation, indéniablement, d'autant qu'il y a une concentration qui se fait dans certaines zones et tout ça n'est pas favorable. Et c'est pour ça qu'une des clés de l'accueil global, quelle que soit la forme de la migration, c'est le développement du logement. Hein, le logement, c'est à la fois une compétence de l'État, mais aussi une compétence des collectivités locales. Hein, et donc, ça suppose qu'on accepte de prendre des terres, si j'ose dire, et qu'on construise des maisons dessus. Hein, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et même dans certaines villes, si on veut s'en sortir, il faut sans doute réfléchir sur les maisons de grande hauteur. Hein, un pays comme les États-Unis, qui est souvent pris en exemple comme étant un grand pays d'immigration, à un moment donné, eh bien, ils font des maisons de grande hauteur pour avoir du logement. Je veux dire, si nous,
on est dans une vision complètement patrimoniale, hein, etc., on va avoir un souci. Voilà. Si on ne peut pas à la fois toucher les terres et augmenter la taille des immeubles, il va y avoir un problème. Ça, c'est la première chose. La, 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 euh, la deuxième chose, euh, euh, c'est que dans l'accueil de ceux qui demandent l'asile, eh bien, aujourd'hui, la difficulté, elle est aussi liée à la première. C'est-à-dire que nous avons du mal à accompagner les personnes à qui nous avons obtenu le statut de réfugié, à qui nous avons donné le statut de réfugié, vers l'autonomie qu'elles désirent. Et cette autonomie, elle passe par deux choses, le travail et le logement. Oui. Et là, on est dans une difficulté et qui peut amener à des concentrations ou à des conditions de vie indignes. Mais ce qui n'est pas nouveau, si vous voulez, euh, 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 ce qui n'est pas nouveau, ce qui est nouveau, d'une certaine manière, c'est l'absence de travail. Hein, c'est ça la clé. Je veux dire par là que les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins, Algériens à une certaine époque ont vécu dans des bidonvilles. Voilà. C'était indigne, mais la différence entre les campements aujourd'hui et les bidonvilles d'hier, c'est que nous étions hier dans une phase d'expansion et que les gens qui étaient dans les bidonvilles, pour majoritairement, travaillaient. Voilà. Hein, et du reste, il y avait cette idée qu'ils allaient après habiter les immeubles qu'ils allaient construire. Voilà. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la difficulté par rapport au travail. Alors, nous avons, lors des vagues migratoires récentes, il a été souvent entendu que la France ne jouait pas un rôle suffisant, laissant les pays en première ligne, l'Italie notamment, se débrouiller seuls. Mythe ou réalité? Alors, par ailleurs, je vais peut-être poser la question qui vient après, c'est combien faudrait-il d'argent pour accueillir les migrants? alors sur la première chose, cette idée qu'on n'a pas suffisamment accueilli, elle s'est amplifiée à partir de 2015 parce que ne sont pas venus en France les Syriens ou ne veulent pas rester en France les Irakiens, ce qui est un problème à Grande-Synthe en particulier. Pourquoi Pourquoi ils ne sont pas venus, hein, je veux dire, parce que les personnes qui immigrent, et en particulier qui émigrent de cette façon-là, c'est-à-dire dans une fuite liée à l'asile, elles font des calculs de parcours migratoire en fonction de ce qu'elles pensent être ou ce que sont leurs qualités et la vision qu'elles ont du pays vers lequel elles souhaitent aller. Il se trouve que l'appréciation des personnes qui, par exemple, parlent anglais, ont un minimum de qualification, de diplôme, etc., l'appréciation que ces personnes ont de la France, et c'était particulièrement le cas des Syriens, c'est que la France est un pays où le chômage est très important, où si on ne parle pas le français, on ne peut pas travailler, hein, et donc où les difficultés d'intégration pour elles seront beaucoup plus fortes que des pays comme la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne et même l'Autriche, hein, où si on parle anglais, on peut trouver du travail, et surtout, c'était des pays où le taux de chômage était beaucoup moins fort que nous, hein, avec un tissu industriel ou de petites ou moyennes entreprises ou de centres urbains qui sont beaucoup plus dispersés sur le territoire, alors que nous, on a des concentrations. Et puis pour reprendre l'expression d'un géographe célèbre, Paris est le désert français. Hein, voilà. Bon. Et donc, ça, c'est la deuxième chose en ce qui concerne les pays de premier accueil, c'est pas tout à fait exact qu'on n'ait pas pris la part. Il y a deux pays qui ont pris leur part dans ce qu'on appelle des relocalisations, c'est l'Allemagne et la France. Voilà. Mais ce qui est bloquant, c'est-à-dire qu'on est les deux principaux pays à avoir pris en charge à partir de la Grèce, et l'OFI, par exemple, avait une antenne en Grèce pour le faire, pour faire venir les gens de Grèce en France. Il y a un agent de l'OFI à Rome pour faire venir des personnes d'Italie vers la France. Bon, la difficulté, ce qui est apparu à travers la poussée migratoire de 2015, c'est l'absence de solidarité européenne, et c'est à un moment donné le blocage réciproque, c'est-à-dire que
tant l'Allemagne que la France ont un discours vis-à-vis des autres pays qui est de dire oui, on veut bien en prendre une partie, mais on veut une répartition. Et donc, du coup, ils ne sont pas prêts à prendre en charge tout. Voilà. Et ça explique la stagnation, en particulier en Grèce. En ce qui concerne l'Italie, il faut faire attention parce que, d'abord, la première nationalité qui débarque en Italie, ce sont les Tunisiens. Hein. La politique du gouvernement italien, c'est de ne pas les enregistrer comme demandeurs d'asile et en réalité de leur indiquer la direction de la France. Hein. Et d'où et pour d'autres aussi, d'où la tension à la frontière avec les Alpes. On parlait tout à l'heure de Cédric Héroux. S'il y a un problème, Cédric Héroux, et s'il y a un problème dans les Alpes, c'est justement parce que les gens ne veulent pas rester en Italie, pour des tas de raisons. Aujourd'hui, dans les campements ou dans les campements parisiens, parce que c'est un des soucis qu'on a, on a des personnes qui ont déjà le statut de réfugié, c'est-à-dire qui ne relèvent plus de l'OFII, ou des personnes qui ont un titre de séjour en Italie, mais qui, en particulier des subsahariens, parce qu'on a souvent l'image de l'Italie à travers un ou deux films en disant c'est un pays particulièrement accueillant, etc. Le racisme en Italie vis-à-vis des subsahariens, il est assez net. Voilà. Et donc, ils préfèrent venir en France, et en particulier parce qu'il n'y a pas justement l'accès en Italie à l'hébergement d'urgence généraliste ou à d'autres prestations. En ce qui concerne les associations, oui, les associations jouent un rôle. Elles sont très souvent financées par l'État. Alors, je veux dire, il faut faire attention. Je veux dire, la caractéristique de la politique publique sur 30 ans, 40 ans, hein, c'est d'avoir diminué considérablement le nombre de fonctionnaires pour y mettre à la place des associations qu'on finance. Pourquoi on a fait ça? Parce que je rappelle que le salaire d'un fonctionnaire, ça rentre dans la dépense publique et donc ça rentrait dans les critères de Maastricht. Hein, qu'il fallait descendre à 3%, donc diminuer le nombre de fonctionnaires. Et en contrepartie, la politique publique s'est de plus en plus appuyée sur des associations financées sur un autre titre budgétaire qui, lui, ne rentre pas dans les critères de Maastricht. Enfin, je ne veux pas là faire un plaidoyer sur la question maastrichtienne parce que je vais me laisser aller. Je suis quand même un fonctionnaire. Est-ce que, pour aller dans les premières échanges sur la dernière question, là, est-ce que la France fait des prévisions et quelles prévisions vous pourriez nous donner des flux migratoires à venir? Alors, écoutez, on a eu une baisse en 2020, une baisse liée de la demande d'asile comme des autres migrations, liée en partie à la fermeture des pays, en particulier pour le regroupement familial. Par exemple, il y a en ce moment un fait divers qui est tragique pour les personnes, mais que personne ne comprend. Ce sont ces Algériens qui sont depuis un mois à Roissy, qui n'arrivent pas à aller en Algérie et qui ne veulent pas retourner en Angleterre et qui ne veulent pas rentrer en France. Mais des pays comme l'Algérie ou comme le Maroc ont arrêté les flux dans les deux sens. Hein, et donc, ça a freiné le regroupement familial et puis la baisse des transports aussi à limiter les flux. En ce qui concerne la demande d'asile, il y a eu une baisse en 2020, mais la demande d'asile, elle est en train de remonter pour certaines nationalités. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a une augmentation très forte des passages via l'Espagne de personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne. Et on a un flux qui reste constant de personnes qui ont été déboutées déjà de l'asile dans d'autres pays européens et qui viennent en France, c'est par exemple les Afghans. Hein. Je rappelle qu'on a une spécificité en France, c'est que la demande d'asile est plus favorablement accueillie pour certaines nationalités qu'elle ne l'est dans d'autres pays, et que le mécanisme européen fait que quelqu'un qui a été débouté de cette demande d'asile dans un autre pays peut tenter de redéposer la demande d'asile dans un autre, en l'occurrence la France. Hein, et c'est pour ça qu'on on devient le premier pays de la demande d'asile afghane, non pas tant par le fait qu'il y ait des Afghans qui viennent, même s'il y a des Afghans qui rentrent en Europe, qui sont les Afghans qui sont expulsés de Turquie, ou les Afghans qui quittent l'Iran parce que l'Iran est en crise économique. Hein, il y avait dans ces pays beaucoup d'Afghans, mais surtout des Afghans qui ont été déboutés
de leur demande d'asile en Suède et en Allemagne et qui savent qu'elles auront l'asile en France au bout d'un certain temps. Et c'est là aussi. Et enfin, on a là, alors ma prévision, puisque c'est ça la question, ma prévision, c'est que les flux vont recommencer à augmenter en ce qui concerne la demande d'asile et les passages clandestins, parce que les pays avec lesquels nous sommes historiquement liés en termes de flux migratoires sont des pays qui connaissent déjà une crise sociale importante et qui va s'accentuer. Ce sont les pays du Maghreb, et en particulier le Maroc et la Tunisie, qui vivaient dont une partie du produit intérieur brut était liée au tourisme. Et là, il y a une baisse de tourisme depuis 2 ans d'affilée. Et donc, c'est ce qui explique les passages nombreux de Tunisiens vers l'Italie, de Marocains. Et puis, on a l'Algérie, où là, il y a, je dirais, une double crise. On a une partie des gens qui sont sans doute dans la désespérance politique parce que le Irak, c'est-à-dire le mouvement social et politique en Algérie ne débouche pas. Et puis il y a aussi la crise sociale. Et enfin, on a des personnes qui viennent de certains pays de l'Est et qui, là encore, viennent plus facilement en France qu'ailleurs. On a par exemple une augmentation de 300% des Ukrainiens. Alors, et qui ne sont pas liés au problème du Donbass, mais qui, je pense, sont liés à la crise sociale qui se développe. Et je pense qu'on va avoir d'autres nationalités de ce type qui vont arriver. Je rappelle que pendant plusieurs années, les premières nationalités en demande d'asile en France, c'était les Albanais et les Géorgiens, hein, parce que ce sont des personnes qui peuvent venir en Europe sans visa. Alors, on a plusieurs questions et témoignages et je crains qu'on ne puisse pas les prendre tous dans ce qui arrive dans le chat. Mais en fait, c'est quelque chose que je résume par rapport à la question qui était assez développée. C'est-à-dire que finalement, en France, on a des dispositifs, on a des moyens pour accueillir des étrangers. Et la question qui se pose, c'est comment se passe l'information et du coup, la question de l'accès au droit. Parce que est-ce que le droit, et mettre le droit, est-il suffisant pour que ça fonctionne? Donc, comment se fait-il que beaucoup encore ignorent leurs droits et n'arrivent pas à pouvoir y prétendre? Et un autre volet sur une autre intervention dans le chat revient sur cette question d'intégration et notamment sur la question de l'intégration par le travail, dans la mesure où il n'y a plus assez de travail pour tout le monde aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à fournir du travail, n'aurions-nous pas intérêt à être plus inventifs pour avoir une politique d'accueil autre? Et alors, en ce qui concerne l'accès au droit, je sais pas il faudrait voir quels droits n'apparaissent pas comme accessibles. Je rappelle que la majorité de l'immigration en France est une immigration qui vient dans un cadre légal, hein, et qui a du reste un droit acquis au séjour avant d'arriver en France. Et je pense que quand les personnes arrivent, eh bien, elles s'insèrent dans les allocations familiales et dans d'autres droits. Enfin, je veux dire, voilà. Après, les personnes qui n'accéderaient pas à leurs droits, ça serait quoi, les demandeurs d'asile ou il faudrait préciser le type de droit, voilà, auquel par exemple, les passes pour les soins, par exemple, qui sont dans les CADA ou par rapport à l'OFI. Alors, les soins, c'est-à-dire, je rappelle qu'un demandeur d'asile, il est à la PUMA, hein, c'est-à-dire, voilà, alors, ça veut dire que l'information des travailleurs sociaux n'est pas suffisante pour que les personnes voient leurs droits ouverts. C'est ça la difficulté. On sait le nombre de travailleurs sociaux n'est pas suffisant. Le taux de non-recours, on le sait en France, n'est pas bon. On a beaucoup de non-retours et de non-accès aux droits pour des personnes immigrées ou non immigrées. Que l'accès, ne serait-ce qu'au numérique, arriver à avoir des rendez-vous, accéder aux dossiers, on sait que c'est quelque chose de complexe et de compliqué et qui engendre du non-accès de droit. Après,
la politique est essentiellement basée sur du dossier et de la prise de rendez-vous qui mettent des fois beaucoup de temps, on met beaucoup de temps à les obtenir. Donc, s'il n'y a pas des médiateurs qui permettent ces accès, certaines personnes n'ont pas leurs droits. Non, mais qu'il y ait des personnes qui n'ont pas leurs droits ou qui n'y arrivent pas, c'est sans doute vrai. Je rappelle en même temps que tant en ce qui concerne la PUMA pour les demandeurs d'asile ou l'allocation pour demandeurs d'asile, la dépense a été ces dernières années en très forte augmentation. Je veux dire, mais bon, ça peut arriver. En ce qui concerne la numérisation des rendez-vous et le problème de l'accès, en particulier de l'accès aux préfectures, c'est un des sujets en cours. Bon, ça fait partie des choses, mais des choses discutées. La caractéristique par ailleurs des demandeurs d'asile, c'est qu'ils sont très connectés, mais qu'il y ait des difficultés d'accès aux services, plus que d'accès aux droits, c'est une difficulté d'accès aux services qui peuvent se généraliser et qui peut être partagée par une partie de la population. J'en disconviens pas, mais voilà, c'est pas les efforts qui sont faits en la matière pour les demandeurs d'asile me semblent très importants. Enfin, je veux dire, alors, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile, puisque après, les personnes qui ont un titre de séjour, elles sont dans le droit commun de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour elles de politique spécifique autre que la politique pour l'ensemble des résidents qui sont ici, tant du côté de Pôle emploi, de la formation professionnelle, etc. Je veux dire, elles sont traitées comme un national. En ce qui concerne les demandeurs d'asile ou l'intégration pour les premiers pas pour ceux qui arrivent, c'est-à-dire les cours de français, les orientations vers Pôle emploi, la formation professionnelle, pris globalement entre la demande d'asile et les demandeurs d'asile et tout ça, on est aux alentours de 3 milliards d'euros. Est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est jamais suffisant. En tout cas, c'est pas à la hauteur de ce que font les Allemands, c'est sûr, mais les Allemands sont beaucoup plus riches que nous puisqu'ils ont des excédents budgétaires sur une longue durée, puisque c'est 20 milliards par an. Hein, c'est une autre affaire, mais après, ce sont des choix d'arbitrage politique et budgétaire et qui sont de l'ordre du Parlement. Enfin, je ne vais pas en discuter plus avant. Elisabeth, je ne sais pas si on a encore 2 secondes pour lire le témoignage de Rodica. Ou pas. Une question de Rodica et puis après… C'est un témoignage plus qu'une question. Et Rodica nous dit « Je suis en plein dans le sujet étant immigrée. C'est tout à fait vrai que c'est le plus grand déménagement car on laisse tout derrière. Je veux dire tout le passé, des biens matériels et autres, dans le désir de changer radicalement, devenir une autre personne, avec une autre vie et un autre avenir. Je viens de Roumanie, j'ai assumé mon choix, qui n'a pas été facile à vivre, vouloir s'intégrer, ce qui n'a pas été mon cas, c'est accepter de changer fondamentalement, ce qui suppose une grande transformation, surtout à l'âge de la retraite. Je peux vous dire qu'il y a des retenues des 2 côtés, ce qui est explicable. Il m'a fallu 10 ans pour trouver enfin mon identité, en renonçant à ce que j'avais à renoncer, en apprenant que j'avais à apprendre et en trouvant mon vrai chemin. Je vais m'arrêter là. Alors, voilà, elle est dans la musique. Non, mais ce qui est vrai, c'est que l'intégration, c'est un rapport réciproque. C'est-à-dire qu'il faut que la société d'accueil accueille, et ça suppose aussi que la personne qui arrive, comme n'importe quel hôte, accepte aussi une partie des règles de la société d'accueil. Ouais. Eh bien, merci à vous et merci à Rodica. Je laisse la parole pour terminer à Pierre-Louis.
Bonjour, donc je suis Pierre-Louis. Voilà la question que nous posons à chaque personne qui vient dans ce webinaire. C'est une question qui est relative au film que nous allons bientôt tourner grâce à Edgar Morin, avec le parrainage d'Edgar Morin plutôt. La question est en deux temps. Aujourd'hui, Monsieur Leski, êtes-vous heureux et comment faites-vous avec la vie? Écoutez, très sincèrement, je ne suis pas totalement heureux parce que je pense que l'état global de la société influe sur moi et sur mon psychique. Voilà. Et voilà. Et alors, ce que j'attends, c'est qu'on arrive à avoir un élan à la fois collectif et du coup un élan plus personnel. Voilà. En ce moment, je trouve que la situation est rude, mais c'est parce que je suis un peu nostalgique d'une époque où les élans étaient beaucoup plus forts et l'expérimentation beaucoup plus vive. Voilà. Mais euh, il faut espérer. D'accord. OK. Merci pour cette réponse. Après, la deuxième partie, si vous voulez la développer à votre guise, comment faites-vous personnellement avec la vie en général, quoi? Bon, ben, comment je fais avec la vie en général? Moi, bon, je suis plutôt dans une situation un peu privilégiée. Hein. Donc, j'essaye à la fois de faire bien mon métier, c'est-à-dire d'être un fonctionnaire républicain, et en même temps, j'essaye de m'aménager pour moi-même des moments de réflexion et aussi d'amusement, voilà, avec mes amis et autres. Voilà, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Merci pour votre réponse. Eh ben, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et puis de cette rencontre, chacun avec son café chez soi. On espère bien, on va travailler à ça, vous accueillir physiquement à l'automne Merci. prochain avec les autres invités pour une vraie rencontre et pour continuer, certainement chapeauter avec le convivialisme. Merci. Merci à vous et puis merci à tout le monde. Merci à tous. Ouais. Au revoir.